Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, 11h midi, on commente l'actualité. On va évidemment parler de la SNCF, droit de retrait ou grève sauvage. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va parler également des listes communautaires. Faut-il les interdire aux municipales? Et puis rapatrier les djihadistes français, un enjeu de sécurité publique. C'est ce que pensent certains. En tout cas, on va y revenir et on va en parler avec vous, avec aujourd'hui Sophie de Menton, comme tous les lundis. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexandre Malafaille, président, pas encore. Voilà. Je vous confirme que non. Président du think tank Sinopia. Et Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour et Alexis Valérie. Poulain, directeur de la publication de la revue Le Monde Moderne. Bonjour. Et on vous retrouve tous les lundis matins dans la matinale de Patrick Roger également. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être commencer avec, je sais pas qui, Geoffroy. Comment vont les rats? Parce qu'on vous souvient que vous aviez poussé des coups de gueule sur les rats dans Paris. C'est la deuxième fois, je peux ajouter, quand je viens ici, c'est la deuxième fois que je vois un rat crever là, quasiment pas très loin de l'entrée. Je pense qu'ils sont pas loin de la Seine. Ouais, il y en a pas mal vers la Seine, il y a beaucoup de rats. Quand ils meurent, c'est plutôt bon signe. Après, quand ils sont pas ramassés, c'est qu'il y a un vrai problème de propreté. Donc un coup de gueule sur Paris. Il est sur le choix de la maire de Paris de quitter le 15e arrondissement pour se présenter dans le 11e arrondissement. Elle était quand même battue non-stop dans le 15e. Exactement, mais je crois qu'elle y habite. Oui. Et donc, je comprends pas finalement cette arrogance de dire on va dans le 11e arrondissement. Il y a d'ailleurs une phrase assez incroyable que j'ai lue ce matin. Ouais. Elle n'aura pas besoin comme ça de faire trop campagne. Oui. Mais quel mépris pour les électeurs, pour les Parisiens. Voilà, moi c'est mon coup de gueule du jour, c'est effectivement qu'elle prend les Parisiens pour des imbéciles. Parce que le 11e est un arrondissement important dans la bataille des municipales, en particulier à Paris. Enfin, le 15e est le plus gros des arrondissements, celle où elle a toujours été candidate. Mais pourquoi elle a plus de chances de gagner dans le 11e que... Elle veut être maire de Paris. Elle trouve que le 15e est trop sale. Elle veut être maire de Paris. Ouais. Donc, mais je pensais qu'elle ne se présentait pas du tout. J'avais lu qu'elle ne se présenterait pas. Qu'elle se présenterait comme maire, mais pas... On peut pas. Non, elle ne sera pas tête de liste. Elle sera pas tête de liste, c'est ça. Elle sera pas tête de liste, elle ne serait pas tête de liste. Son premier adjoint a annoncé ça. Elle sera donc sur une liste dans le 11e arrondissement. D'accord, mais elle ne sera pas tête de liste, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai vu. Elle ne vit pas et n'a jamais eu d'engagement politique précédemment. Je trouve que sans péril, on triomphe sans gloire. On doit être crédible. Voilà. Et je trouve que... Alexandre, un coup de gueule, un coup de cœur ce matin? Alors c'est plutôt un coup de cœur adressé à la diplomatie française et au président de la République en particulier, qui a reçu la semaine dernière, vendredi, à l'Élysée, le président hongrois Viktor Orban. Ils ont passé finalement, Emmanuel Macron l'avait invité en début de semaine dernière. Viktor Orban est venu tout de suite, évidemment, pour venir discuter avec le président français. Ils avaient prévu 1 heure, ils ont passé quasiment l'après-midi ensemble. Et ça a permis de mettre sur la table toute une série de sujets. Alors à la fois des sujets qui sont des lignes de perspectives d'entente, à la fois sur les questions des frontières, sur les questions de défense européenne, sur les questions agricoles, et puis aussi d'évoquer les sujets de fâcherie. Il y en a quelques-uns, y compris sur les questions liées à l'élargissement, parce que la Hongrie souhaite qu'on élargisse l'Europe, notamment à ses voisins proches, mais on peut comprendre les raisons de la Hongrie. En tout cas, voilà, il y a un pas tendu dans la direction de peut-être d'amorcer un peu les relations européennes autrement, y compris avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, et aussi une main tendue qui vise à peut-être essayer aussi de mieux se comprendre. C'est-à-dire juste, qui sommes-nous les uns les autres? Qui sommes-nous pour critiquer l'autre? Qui sommes-nous pour porter un jugement sur ce que l'un ou l'autre prend comme position? Quand on va en Hongrie, moi j'étais en Hongrie à la fin du printemps, on peut comprendre que les Hongrois qui regardent l'Europe émettent des critiques à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de la politique migratoire dans certains pays qui sont apparemment un peu dépassés par les problèmes au quotidien, et qui disent nous on veut pas ça chez nous, donc il faut que vous compreniez pourquoi on est comme ça. Il faut aussi que vous compreniez pourquoi on a une alliance avec la Turquie, parce qu'elle est à côté, et que si demain elle ouvre les vannes de l'immigration, ça va être très compliqué. Donc voilà, donc c'était très utile et je trouve que cette façon de faire de la politique... Mais il en est sorti quelque chose ou pas? C'est bien, mais est-ce que... Non, il en est sorti une déclaration commune, il en est sorti le fait que le président de la République a promis à Viktor Orban d'aller en Hongrie avant la fin de son premier quinquennat, à supposer qu'il y en a un deuxième. Voilà, donc c'est plutôt une bonne manière de faire de la politique entre nous, parce qu'après tout, on est sur le même continent et on a plutôt tendance à essayer de s'entendre, surtout à l'heure du Brexit. Alexis?
Un coup de gueule? Moi, c'est un constat. Ce qui a retenu votre attention. Ouais, voilà. c'est une news, un cabinet d'études qui sort un chiffre qui fait réfléchir, puisque le numérique mondial consomme à peu près 5 fois plus de ressources que le parc automobile français, et c'est que le début. J'arrive pas à comprendre quand on dit ça, quand on dit n'envoyez pas, ne répondez pas à tout le monde parce que ça consomme. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends pas comment ça marche. Par exemple, ça fait bouger. Les serveurs, les parcs de serveurs consomment énormément d'énergie, et pour le refroidissement et pour le fonctionnement des serveurs, ainsi que les réseaux. Et par exemple, un buzz comme Dupont de Ligonnès, ça fait un pic de consommation énergétique incroyable. Non, c'est vrai, sur tous les SMS que vous recevez, etc., pour rien. Et parce qu'il y a 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, 34 milliards d'appareils, et pour les produire, il faut de l'eau, il faut des mines qui polluent énormément, de terres rares notamment, et beaucoup d'énergie aussi. Et aujourd'hui, on voit que sur les 24 millions de téléphones portables et appareils connectés qui sont vendus en France, seulement 6% sont recyclés. Donc on est loin du compte de Make Planet Great Again, parce que c'est un prochain cataclysme quand on va passer de 4 milliards connectés à 8 milliards connectés. Là, je ne sais pas comment on va faire pour le faire. Il y a un moment où on ne peut plus rien faire du tout. Mais ce n'est pas une question de rien faire, c'est une question d'être conscient que la facture énergétique est partout. Elle n'est pas seulement dans les voitures. Et vous auriez bien de mettre en parallèle. C'est vrai, mais ça finit par être désespérant. Et je crois que c'est pas désespérant, c'est simplement être conscient de notre consommation énergétique qui est énorme. De fait qu'on fait des choses mal, donc. Mais ce que vous venez de dire, de l'énergie, c'est la vie, c'est l'entropie, vous savez. Ce que vous venez de dire paraît un peu dérisoire par rapport à cette information que j'ai lue ce week-end. Face à la chaleur, le Qatar installe désormais des climatiseurs dans les rues. Voilà. C'est-à-dire que les températures atteignent des niveaux si extrêmes qu'ils ont décidé d'équiper les stades, les marchés, même les trottoirs de climatiseurs. Mais ça, vous savez, le Qatar, donc on vous dit d'éteindre votre robinet quand vous brossez les dents. Nous, on met de la chaleur dehors dans tous les bars. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. C'est à un moment, il faut réfléchir à notre consommation énergétique qui est complètement folle, qui est en train d'exploser. Et le Qatar, peut-être que d'ici quelques années, ce seront des réfugiés climatiques, parce que ce sera trop cher de climatiser les rues. Et c'est que le début, y compris chez nous. Le littoral est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si on aura les moyens de mettre des digues, de faire des polders, de soutenir aujourd'hui des habitations qui sont vouées à disparaître d'ici quelques années si on ne fait rien, parce qu'on n'a plus que quelques... Vous voulez dire que ma maison à Saint-Tropez, les pieds dans l'eau, va sombrer dans la Méditerranée. Il faut pas faire du yacht, avec Valérie. Surtout qu'un yacht, c'est un bon placement financier. Vous savez, on l'achète à Malte. Et puis on paye pas de... Le Qatar, plus grand émetteur de gaz à effet de serre par habitant, selon la Banque mondiale. Voilà. 60% de son électricité est consacrée à la climatisation. C'est dingue. Et on accepte de faire la Coupe du Monde là-bas, sachant que c'est une hérésie climatique, une hérésie tout court, puisque ce week-end, vous avez encore Hertz, un des membres de la FIFA, qui est tombé pour sa villa encore, Étonnant. En Sardaigne, pardon. Étonnant. Sophie ? J'hésite entre un coup de cœur et 2 coups de gueule. Oui. Mais je vais peut-être prendre un coup de cœur, tiens. Allez-y. Le coup de cœur, c'est pour le Getlink, Eurotunnel, où il y a un patron à la tête de cette boîte qui fait face absolument à toutes les perspectives du Brexit. Et je voudrais attirer l'attention des PME. Il y en a 50% qui n'ont absolument pas regardé si ça les concernait et ce que ça pouvait provoquer pour leur chiffre d'affaires, pour la façon dont ils vont évoluer. Donc, on est assez inconscient, on regarde le spectacle. Il y a des ressources. Les chambres de commerce ont publié des ressources pour les PME, justement. Absolument. Donc il faut je pense que la parler. première des choses, quand on a une entreprise qui a quelques contacts quand même avec l'Angleterre, c'est de voir ce qui se passe. Et alors, Eurotunnel, c'est extraordinaire parce que l'État n'a rien fait. C'est eux qui ont construit des préfabriqués, en tout cas pour l'instant, pour les douanes. C'est eux qui regardent le nombre, parce que ça va être le retour des douaniers. On était les seuls à avoir des douaniers d'ailleurs, mais ça fait rien. Ils ont fait une grève préventive aussi, il faut se rassurer. Parce qu'ils pensaient, les douaniers, qu'ils allaient avoir plus de boulot. Donc, ils se font une grève préventive pour le Brexit. Donc là, c'est bien. Mais je veux dire, cette boîte, elle a tout anticipé comme un patron, il s'appelle Jacques Gounon, et c'est assez extraordinaire et ça remonte le moral de voir que finalement les solutions viennent de l'entreprise et que quand on se prend en main, ça avance. Mais l'État a été ne s'en occupe pas du tout. Très, très nul sur ce sujet. Ben voilà, ce sera votre coup de gueule. Allez, on se coup de cœur. Votre coup de cœur, oui, coup de cœur et coup de gueule pour l'État. On se retrouve dans un instant. Si peut-être un petit mot sur est-ce qu'on lui fait de la pub ou pas, Daniel Obono, député de la France Insoumise. Le mec, en parlant du Premier ministre, le mec a tellement le seum et les chocottes de la grève du 5-12 qu'il dégaine direct. #fake news, #lawfare. L'exercice légal du droit de retrait, c'est fait pour la sécurité des usagers. Mais enfin, c'est le mec a tellement le seum.
Quand on est député, peut-être qu'on est très... Est-ce que la porte-parole du gouvernement ne vous a pas parfois choqué? Si, bien sûr. Bon. C'est un coup de gueule global sur le vocabulaire. Mais absolument. Et je trouve que l'exemple à donner, l'exemplarité, ça vient aussi dans la langue. Et s'exprimer comme ça face au Premier ministre, c'est lamentable. Oui, la porte-parole de Simone Veil, la meuf est dead. Oui, la meuf est dead. Voilà. Exactement. Là, c'est le mec, elle est chocotte, tellement le seum, elle est chocotte. J'avais posé une question à Sibeth Ndiaye sur ce ça, c'est pas elle vocabulaire. qui dit ça, c'est Daniel mais à Obono, propos du vocabulaire dans la politique, lui demandant pourquoi elle utilisait des termes comme ça, si c'était une réflexion par rapport à son travail de communicante. Elle dit non, moi je suis entière, je suis comme ça. C'est-à-dire que les politiques viennent comme ils sont maintenant dans l'hémicycle. Oui, c'est pas McDonald's. C'est comme la pub de je pense McDo, qu'il faut faire un effort, défendre la langue française et habiter la fonction aussi. C'est un narcissisme absolu. Voilà. Un narcissisme, je suis comme ça, je parle comme ça, je mets pas de cravate, j'en mets jamais. On va à l'Élysée, bon, très bien. Ils viennent pas habiter la fonction, ils viennent habiter les lieux de pouvoir, c'est différent. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Grève sauvage ou droit de retrait. 0826 300 300. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. À tout de suite. Sud Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Évidemment, l'actualité, c'est la grève ou le droit de retrait. Encore une fois, je prends des précautions à la SNCF. Une méthode insupportable pour certains. Est-ce qu'il faut sanctionner les cheminots? Est-ce que Guillaume Pepy est responsable? Moi, je vous pose la question. Guillaume Pepy va partir dans quelques jours. Il laisse quand même la SNCF dans un état, alors certes il l'a trouvé aussi dans un état pas terrible, mais il va la laisser dans un état qui l'est peut-être encore moins. Les cheminots donc ont eu recours à ce droit de retrait en arguant de la sécurité, du fait qu'il y avait plus de contrôleurs dans les trains. Le gouvernement répond que c'est une grève déguisée pour faire une sorte de sommation avant la grève sur le débat des retraites au mois de décembre. Alors je voudrais avoir votre avis autour de la table. Alexis, sur Guillaume Pepy, c'est quelqu'un qui a traversé bien des gouvernements avec toujours le soutien du pouvoir sur son agenda de réforme. La dette, elle est fondatrice de la SNCF, en fait, qui après la guerre, on a nationalisé des compagnies privées ferroviaires parce qu'elles n'arrivaient plus. Investir dans des infrastructures, ça coûte énormément cher, et donc on a fait un outil pour la dette qu'on a centralisé dans un des pôles de la SNCF, qui est SNCF Réseau. Et cette dette prend 1 milliard par an, effectivement, et pour être dans les clous avec Bruxelles, voilà, on a tout mis sur une boîte plutôt que de prendre la dette sur le dos des contribuables, ce qu'on fait toujours, généralement, c'est mutualiser les dettes et privatiser les profits. Mais la SNCF est une entreprise qui fait des profits, qui a su se moderniser, qui sous Pepy a aussi une politique d'acquisition à l'international qui fait que justement elle fait des profits. Mais on voit bien que le dialogue a ses limites, et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui risque d'arriver. La CGT qui a pas de limite. Non, parce que vous avez une lutte intersyndicale entre Sud et CGT de toute façon, mais par rapport à la direction et par rapport à cette question de la sécurité, soyons clairs, c'est une vraie question. Une vraie question. Le problème des passages à niveau n'a pas été réglé. Non. C'est encore un accident lié à un passage à niveau. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Comment on peut... Et on va pas faire des ponts, etc. Il y a un vrai problème. Il faut des grèves pour que... C'est vrai qu'il y a des sujets ridicules, mais il y a des vrais sujets où c'est quand même hallucinant qu'on soit obligé d'avoir une grève générale qui pénalise tout le monde pour un problème qui pourrait être traité. C'est un droit de retrait, vous diront. Mais le droit de retrait 2 jours après, c'est une question aussi. Alors, il a été lancé le temps de le mettre en place, mais le droit de retrait a été lancé à l'adresse des responsables syndicaux. Normalement, c'est personnel. C'est personnel et immédiat. C'est pas valable. Et là, justement, chacun allait voir son référent syndical pour dire, faisons-le tous ensemble, parce que ce sujet-là doit être mis sur la table. Et c'est malheureux d'en arriver là. Et on peut entendre, évidemment, que les usagers en ont ras-le-bol et que ça tombe un week-end de départ en vacances. Mais pourquoi il y a besoin de ça? Qui est responsable de non-dialogue? C'est les syndicats. C'est les syndicats et la direction. Alors, moi, je défends les entreprises. Et Guillaume Pepy, était évidemment un président qui a fait aussi beaucoup, qui a modernisé. Oui, tout à fait. Mais là, quand même, qu'on arrive à un droit de retrait qui a été dévoyé, parce que vous le dites, le danger imminent. Et il n'est pas imminent parce qu'il est passé. Il est permanent. Donc on a dévoyé le droit de retrait. Et aujourd'hui, on paralyse des familles entières. J'en ai rencontré encore ce week-end qui me dit non, on part pas en vacances parce qu'on n'a pas de train. Plus les frais annexes. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi dans les TGV sont concernés Ouigo. Ils sont concernés en quoi par rapport aux problèmes de sécurité qui concernent le TER. Les TER et les passages à niveau, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu
combien de débats à l'Assemblée, combien de débats, combien de lois, etc. Donc je comprends pas. Le problème de sécurité, c'est non négociable. Et là, je comprends aussi la colère sans doute d'une partie du personnel. Mais là, d'en arriver là, c'est un échec aussi du dialogue social. Parce que ça doit être réglé, cette question-là. Et on peut pas faire une grève parce qu'il y a un problème de sécurité. Tout ça, ça fait partie des missions essentielles de la SNCF pour protéger son personnel et protéger les voyageurs. Sauf que la question, c'est ce que j'allais vous dire, la question de la sécurité, elle existait il y a une semaine, il y a 10 jours, et que là, ce droit de retrait ou grève sauvage s'exerce le jour des départs en vacances, qui pénalise les plus pauvres des gens qui ont réservé des billets Ouigo, donc à des tarifs très bas. Ça n'a rien à voir. Très sincèrement, ce type d'abus de droit sont lamentables. Moi, je peux très bien comprendre qu'il faut se défendre et que chacun peut avoir intérêt à se défendre et à trouver la meilleure des solutions pour ça, dans une situation professionnelle X, Y ou Z, de revendication, d'absence d'écoute, etc. Mais en effet, le problème n'est pas nouveau. Il a été réglé en grande partie. On peut avoir un débat sans fin pour dire est-ce qu'il faut un contrôleur dans les trains. Alors Alexandre, il paraît que laissez terminer Alexandre. C'est ce que défend Guillaume Pépi dans son argumentaire. Oui. Objectivement, on n'est pas spécialiste autour de la table pour savoir si c'est pertinent ou pas pertinent. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'on ne peut pas continuer en permanence à emmerder les gens comme on le fait aujourd'hui quand on a la chance d'avoir un emploi à vie, un monopole. Je peux pas admettre ça. La liberté de circulation, elle est essentielle. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont encore un peu plus malheureux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris leurs vacances, parce qu'ils ont perdu un billet de train. Juste une réponse à Nathalie qui nous dit sur Facebook les pauvres Parisiens qui peuvent pas partir en vacances. Non, Nathalie, c'est pas les Parisiens, c'est tout le monde qui peut pas partir en vacances. Les gens qui prennent des Ouigo, et puis même les gens région parisienne qui prennent. On est assez heureux de recevoir des Franciliens pendant les périodes de vacances. Et puis regardons la réalité en face. Ouigo, c'est pas que des trains qui partent au départ de Paris. C'est Marne-la-Vallée, c'est des grandes gares au sud de Paris également. Voilà, c'est partout. Donc voilà, et les gens qui font ces choix-là, c'est pour partir quelques jours avec des prix de SNCF qui sont en général quand même malgré tout très chers pendant les vacances. C'est hautement lamentable. Après, je voudrais rajouter un point, c'est que tout ça confirme une chose, c'est que tant qu'on gouvernera ce pays et qu'on gérera les relations sociales avec les méthodes de l'ancien monde, on aura ce qu'on mérite. C'est-à-dire que là, tout ça n'est évidemment qu'un prétexte, tout le monde le sait, une espèce de mise en goût, de mise en bouche, de dire vous allez voir ce qui va se passer, vous allez voir, et votre réforme des retraites, vous allez l'enlever. Et en effet, ils vont ou l'enlever ou tellement l'édulcorer qu'elle n'aura pas lieu. Et je crois que là encore, tant qu'on n'aura pas décidé de changer de méthode, même si c'est compliqué, parce que y a certains vous disent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est facile à dire. Non, mais ça veut dire que vous pouvez pas aujourd'hui, en revenant à la réforme des retraites, parce que c'est le sujet, balancer un pavé dans la mare comme ils l'ont fait. En éclébio. C'est le président, ça. Parce qu'il y avait 2 ans de négo. Mais oui, d'accord, mais les négos étaient pas, tout ça n'était pas terminé, les compensations n'étaient pas négociées. Il fallait discuter avec l'ensemble des corporations, l'ensemble des syndicats, l'ensemble des branches concernées pour dire voilà, puisqu'on veut faire un truc à point universel pour tout le monde, mais qu'on sait qu'il faudra de toute façon gérer dans la durée la transition, on va discuter avec chacun des conditions. Et une fois qu'on aura un accord, on l'annoncera. Mais faire à l'ancienne, c'est-à-dire balancer un truc qui n'est pas conforme, qui fait que des malheureux, qui entraîne de l'anxiété, qui entraîne de la suspicion, tout le monde se braque. Voilà. Et à la fin, globalement, vous avez envie qu'une chose, c'est de dire, puisque c'est comme ça, moi je lâcherai rien. On a Patrice en ligne avec nous qui nous appelle de Pau. Bonjour Patrice. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je vous avoue que j'ai failli raccrocher parce que ça tourne en boucle vos histoires là. C'est pas très manichéen ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a au contraire il y a une compréhension, il y a une compréhension de ce qui se passe. J'hésite entre le chien qui se mord la queue et la poule et l'œuf quoi. Bon alors allez-y. Le débat il avance pas quoi. Bon le fait est qu'il y a eu une grève sauvage, effectivement il y a eu une grève sauvage mais alors, c'est légitime ou pas légitime, je sais pas. Moi, je me mets à la place du pauvre type, là, avec sa jambe pétée, là, qui a essayé de sécuriser les lieux et qui avait des usagers. Le fonctionnaire, c'est pas uniquement un type qui a un emploi à vie, comme disait ce monsieur, là, et qui profite de tout, C'est aussi quelqu'un qui a la charge d'usager, quoi. Donc, effectivement, alors, le droit de grève, est-ce qu'il existe encore dans ce pays? Quel choix on a? On parle de dialogue social, mais quel dialogue social? Attendez, ça a été dit, ça. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit, Patrice. Les institutions n'écoutent personne. Ça se décide dans des réunions à microcosme. Mais enfin, c'est scandaleux tout ça. C'est pas scandaleux d'empêcher des gens de voyager. Mais est-ce que c'est le propos, ça? Oui, bien sûr, c'est le propos. Je vous pose la question. Attendez, je vous pose la question. N'esquivez pas la question, monsieur. N'esquivez pas la question.
J'esquive pas la question. Je dis que c'est la conséquence de ce qui s'est passé, de l'accident qu'il y a eu, monsieur. Oui, mais c'est un peu du chantage, là, si vous voulez. La prise d'otage des... Bon, la prise d'otage, et puis quoi encore? Non, mais attendez, mais vous rigolez, vous savez ce que c'est qu'une prise d'otage? Arrêtez avec ça. Une prise d'otage, quand même, c'est une formule, trop facile, une expression. Hein. Vous entravez sa liberté. Des millions de familles. Alors, j'entends qu'il y a un problème de sécurité. J'en ai parlé, je l'ai dit. Il y a un problème de sécurité qui est une faillite du dialogue social, sans doute à l'ancienne. Je suis d'accord. Mais cette grève, elle est absolument pas légitime. Tout ça doit être réglé dans le cadre d'une réunion qui aurait déjà dû avoir lieu bien avant. Oui, mais s'il n'y a pas de dialogue, à quoi ça sert les réunions s'il n'y a pas de dialogue? Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre qu'il n'y a pas de dialogue avec la direction de la SNCF. Non, tout ça c'est un alibi. C'est un alibi utilisé par des syndicats très politisés. Corporatisme. Voilà. Et ça, ça fait pas avancer le pays, ça fait pas avancer la SNCF. Allez, on se retrouve, on attend vos réactions. Merci Patrice de nous avoir appelé. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on commente l'actualité avec Alexis Poulain, Geoffroy Boulard, Sophie de Menton et Alexandre Malafaille. Droit de retrait ou grève sauvage. On a eu Patrice donc qui estimait que c'était tout à fait légitime. Joël est en ligne avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Vous avez été contrôleur, vous, c'est ça ? Oui, je suis à la retraite depuis quelques mois et il s'avère que dans mes responsabilités, j'ai été à l'initiative du pilotage de la mise en place du droit de retrait de la SNCF. D'accord. Et effectivement, je ne saurais distinguer les prénoms de vos intervenants. Je souhaite, moi, m'exprimer pour ce que je connais et ne pas rajouter des choses sur ce que je ne connais pas. Ce n'est pas le constat que j'ai fait à l'écoute du débat. Il y a beaucoup de la part de certains de vos intervenants qui parlent. Il y a un intervenant qui a indiqué que ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas de discussion à la SNCF. Eh bien, pour l'avoir vécu pendant des années, il y a ce qu'on appelle des simulacres de discussion et des blocages. Et malheureusement, par expérience, nous savons que les contrôleurs l'ont beaucoup vécu. Il n'y a que quand on refuse de faire partir le train ou qu'on utilise un droit de retrait que l'entreprise réagit. Tout le reste, c'est pas là pour discussion. On est malheureusement dans un contexte de discussion et de débat où il n'y a que le rapport de force qui puisse fonctionner. Ça s'explique, mais c'est un peu long d'en débattre. Mais voilà ce que j'en connais. Mais sur le choix de la date de ce droit de retrait, c'est-à-dire effectivement pour causer le maximum de dégâts et d'impact. Quand on décide de faire grève le jour des départs en vacances, on sait qu'on va mettre un très grand nombre de gens, donc on va faire dans le désarroi, donc on va faire évidemment réagir les pouvoirs publics. C'est une réalité. Il s'avère qu'il y a une conjonction de choses et de dates. Aujourd'hui, depuis les décisions de notre gouvernement, ce qu'on appelle les comités d'hygiène et sécurité n'existent plus à la SNCF et ailleurs. Et c'était des instances qui permettaient d'émettre des alertes en 24 heures, des alertes de sécurité. C'est plus possible dans ce délai-là. Il reste quand même dans le cadre du Code du travail le droit de retrait, mais qui ne se met plus en place avec le processus d'alerte et le droit de retrait des salariés. C'est devenu maintenant des délais qui sont rallongés. C'est pas innocent, c'est certainement volontaire, puisque l'objet, je pense, est de ne pas faciliter la résolution des problèmes et de pouvoir imposer des politiques, mais ça c'est un autre débat. Et dans la situation, pour une situation qui arrive mercredi soir, que les salariés en ont l'information dans la journée du jeudi, il n'est pas du tout surprenant qu'ils soient dans cette constatation du danger qui est présent et imminent et qui réagissent dès le vendredi matin. C'est tout à fait chronologiquement logique dans le fonctionnement de la SNCF, contrairement à ce que prétend l'un des intervenants qui semble tout savoir sur ce qu'il ne connaît pas.
D'accord, merci Joël d'être intervenu. Juste pour c'est Alexandre Malafaille qui avait ce que dit ce monsieur, qui est un propos très intéressant, qui reflète certainement une part de réalité, mais ma conviction, c'est que, et la SNCF l'a démontré depuis très longtemps, un dialogue de sourds réussi, c'est un dialogue de sourds à deux. Et je crois que de part et d'autre, on a affaire à des organisations qui sont sourdes. L'une parce que elle veut défendre son précaré coûte que coûte, l'autre parce qu'évidemment elle veut rien lâcher ou le moins possible, et on arrive à des absurdités. Cela dit, je pense quand même qu'au XXIe siècle, et si on prenait un peu en compte les usagers, cher monsieur, qui sont comme ceux qui payent des billets de train et grâce à qui vous pouvez vivre et avoir votre retraite aujourd'hui, qui est une bonne retraite par rapport à beaucoup de Français, eh bien je pense que par respect de tous ces gens qui financent votre système, plus la collectivité par l'impôt, je pense qu'on vous devriez imaginer des solutions de blocage dur, mais qui ne soient pas forcément des grèves généralisées et sauvages comme ça. On pourrait très bien imaginer de faire des mobilisations qui visent à la gratuité des transports. C'est vrai que c'est pas légal, mais c'est aussi une forme de pression. Sauf qu'on paye maintenant le billet sur Internet les 3/4 du temps. Oui, mais on peut imaginer plein de solutions pour permettre aux gens, en tout cas, de créer de l'impact, peut-être créer de l'adhésion dans le public, et pas en permanence de prendre les gens, d'entraver la liberté de circulation, qui est quand même un droit fondamental. Alors, juste Sophie, après Geoffroy Boulard. Tout ça est vrai. Sauf que aller faire des transports gratuits, c'est aussi continuer à creuser la dette, mais je crois qu'on a un problème majeur en France et le gouvernement devrait faire sauter cette limitation syndicale que nous avons depuis l'après-guerre. Nous avons des syndicats on peut juste pas négocier avec eux. La CGT est en train de se refaire une santé, elle est dans l'opposition, elle n'existe plus, elle ne veut absolument aboutir à rien. C'est un syndicat majoritaire à la SNCF avec Sud, c'est quand même une grève extrêmement suivie, il y a eu du monde, il y a eu une mobilisation, donc ça veut dire qu'ils représentent. Ils arrivent là à avoir du monde, mais sinon la CGT ailleurs, elle a été. Oui, mais la SNCF l'ont complètement laissé l'a complètement dépassé. Mais il va falloir qu'on fasse sauter ce monopole syndical d'après-guerre, qu'il y ait des vrais syndicats comme en Allemagne et qu'on puisse discuter. Moi, je suis tout à fait d'accord pour donner raison aux salariés quand ils ont raison. Pourquoi ça discute en Allemagne dans les entreprises? Vous avez des patrons qui viennent de la chaîne de montage souvent. Ils savent de quoi ils parlent. Oui, mais nous aussi dans les petites entreprises. En France, on a beaucoup trop d'énarques qui ne connaissent rien, qui sont là pour dans les PME. ou des technos. Je vous parle pas des PME. Là, vous avez du conflit social. Oui, c'est vrai. Les PME, vous n'avez pas de conflit social parce que ça discute, parce que tout le monde marche derrière le patron, parce que c'est comme ça que ça marche. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a des patrons qui ne sont pas des travailleurs. C'est des gens qui ne comprennent pas le monde du travail, ni le monde syndical, ouvriériste. Voilà le problème. En Allemagne, ça marche parce qu'ils sont issus de ce monde-là. C'est tout. Et il y a le spoil system. Deuxième chose, c'est justement à cause de ça, en particulier dans votre et ça n'empêche pas la corruption, puisqu'il y a des affaires de corruption avec IG Metall, en l'occurrence. Donc tout le monde n'est pas blanc. On vire la haute administration quand un gouvernement arrive. Je veux dire, il faut prendre il faut prendre complètement à la base les problèmes, parce qu'on n'y arrivera pas en restant en surface. Geoffroy Boulard. Oui, je voulais simplement dire qu'il n'y a pas de fatalité au non-dialogue et à ce rapport de force permanent entre direction et syndicats représentant des salariés ou des agents dans une entreprise publique. C'est quoi, pas de fatalité? Non, mais par exemple, la RATP. Moi, je me souviens plus jeune, la RATP, les grèves étaient très très fortes. Il y a eu un dialogue social qui a été institué, un changement de paradigme où on n'est pas là à se voir en opposition. Donc, je veux dire, à SNCF, on doit pouvoir arriver à progresser. Eh bien, parce qu'ils ont mis du liant. Il y a des comités, comme vous le disait l'auditeur tout à l'heure, qui n'existent plus à SNCF. Il y a sans doute des instances qui manquent. Eh bien, il faut changer les mentalités. Et c'est pas une histoire de la CGT ou pas la CGT. Moi, j'ai reçu encore la CGT la semaine dernière dans ma mairie sur une problématique d'effectifs. Voilà, le dialogue, quand on veut, on peut écouter, on peut avancer, on peut essayer de. Il y a aussi de la bonne volonté des deux côtés. Mais vraiment, la SNCF, là, on sent qu'ils utilisent leur pouvoir en fait de blocage du pays. Parce que là, finalement, c'est un peu ça, la veille des vacances, pour essayer de se faire entendre sur un sujet qui ne souffre d'aucun débat. La sécurité est un enjeu, mais ça doit être réglé bien en amont. Mais si personne ne les écoute, mais si personne ne fait quoi, quand on supprime des contrôleurs, encore une fois, qui sont le lien entre les usagers et le chauffeur et le conducteur de train, supprimer le contrôleur, ne va pas dans ce sens-là. Ne va pas dans un sens de. Je travaille pas à la SNCF, c'est pas le sujet, mais j'imagine que derrière, il y a aussi des systèmes d'assistance, des compensations qui ont été mises en place, ou alors elles n'ont pas été bien expliquées, ou alors elles n'existent pas. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, on peut pas bloquer le pays
parce que à chaque fois il y a un problème. Et c'est vrai que dans les entreprises publiques, elles ont quelque part ces monopoles et donc elles savent qu'elles vont être entendues. Elles vont faire passer parfois d'autres messages politiques qui n'ont rien à voir avec le sujet premier, qui est un sujet de sécurité à la fois des agents et des voyageurs. On aurait pu féliciter le type qui avait la jambe cassée parce que du coup on n'en a pas parlé. Bravo. Le mec il était formidable. Il a été félicité par Guillaume Pépi. On devrait mieux se souvenir de ça. Mais il était seul à bord du train. Il était seul à bord du train. Il a réussi, il a été formidable. Et puis c'est aussi un accident. C'est courageux. Et on ferait mieux de mettre un peu ça en valeur. Ce qu'on explique aussi, c'est que les métros, les RER, ils sont seuls à bord. Les chauffeurs de bus sont seuls à bord. Voilà. Donc, à un moment donné, on peut toujours se poser la question. Après, on peut peut-être que dire, il faut remettre doubler. Mais dans ces cas-là, il y a 5600 TER par jour. Vous imaginez ce qu'il faut comme nombre d'emplois pour arriver à faire une permanence avec 2 personnes. Il faut certainement 30 000 personnes de plus. Est-ce qu'on est prêt à payer ça? Après tout, pourquoi pas? Mais là encore, je crois qu'il faut poser les problèmes de la bonne manière et après de dire, OK, ça coûte tant. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire autrement qui est surprenant de dire, personne n'est capable de l'aborder comme ça, quoi. C'est vrai. On a Jeff en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Jeff. Oui, bonjour Valérie. Alors c'est un plaisir, mais j'arriverai peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe. Je suis monté dans ma voiture, j'ai entendu le dernier auditeur en fait, et j'ai bien compris le sujet. Si vous pouviez juste me rappeler les intervenants sur le plateau. Alors nous avons Alexis Poulain qui est journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Geoffroy Boulard qui est maire LR du 17e arrondissement de Paris, Alexandre Malafaille qui est président du think tank Synopia, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Voilà. Très bien. Alors, moi, si vous voulez... attention, on ne vous entend pas. Moi, je vous entends très bien. Allô? Allez-y. Oui. Allô, voilà. Je voudrais surtout confirmer ce qu'a dit le précédent auditeur, qui est un ancien, visiblement, de la grande maison SNCF. J'ai moi-même dans mes proches un contrôleur qui vit depuis quelques années maintenant et surtout ces derniers temps un étouffement comme le vit la population dans tous les domaines, un étouffement de leur institut au même titre qu'un simple citoyen dans de nombreux autres domaines. Alors on entend dire qu'on prend en otage, et j'aime pas employer ce mot, mais on entend dire qu'on prend en otage les gens qui partent en vacances. Sauf qu'il y a des gens, effectivement là on est au 20 octobre, les gens partent en vacances, ils sont contents. Mais le 20 novembre prochain, ils seront à nouveau dans la rue pour refaire cette pire que l'année dernière. À un moment donné, il va falloir que les gens se mettent d'accord. C'est qu'en face, on a un rouleau compresseur qui est l'État, qui est cette diktat, on va dire, qui veut tout étouffer, qui veut tout ramener à l'argent. Tout à l'heure, vous aviez un intervenant qui disait que les gens ne savent pas comment que ça se passe, les grands patrons et tout ça. Oui, c'est vrai. Et les gens de l'État, c'est pareil. Et aujourd'hui, eh bien, il a fallu, comme le disait le précédent auditeur, eh bien, effectivement, employer la force. Oui, et c'est vrai, j'ai encore pris le train il y a à peine un mois. Le chauffeur, sur une petite distance, il est tout seul. Et je parle d'un département, la Corrèze. Oui, le chauffeur, il est tout seul. Et bien, s'il se passe un drame, j'ai un proche de ma famille, comme je vous le disais, qui a eu effectivement lui aussi à gérer des drames. Eh bien, ils sont tout seuls, ils doivent intervenir tout seuls. Et ce matin, sur votre radio, vous aviez dans les... il y a les passagers aussi. Oui, non, mais écoutez, non, mais il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés par les passagers pour aider. Quand il y a un problème, les passagers, ils paniquent. Ce matin, il y avait un auditeur qui disait qu'il voulait plus laisser monter sa femme prendre le train, et on peut le comprendre. Parce que ça devient impossible. Alors, on veut tout étouffer, on veut tout réduire. On parlait de 30 000 emplois peut-être. Eh bien, il y a des chômeurs, eh bien, il n'y a qu'à embaucher. Mais il n'y a qu'à arrêter. Donc, il y a qu'à puis vous avez qu'à payer. Non mais attendez, je termine. Allez-y. Il y a un moment donné, arrêtez de tirer les ficelles chacun dans son sens. Et à un moment donné, il va falloir mettre un peu de collectif à tout ça, pour devenir un petit peu cohérent. Et de rationnel. Et dans le calme. Oui, et avec beaucoup d'argent en plus. Le problème soulevé par cet auditeur, c'est celui de l'humain en fait. Il veut des moyens. La France veut des moyens. Non mais au-delà des moyens, on est dans une révolution technologique qui fait que les machines deviennent de plus en plus intelligentes et peuvent faire plein de choses. Nos voisins néerlandais et belges avaient même un plan pour avoir des trains sans conducteur à l'horizon 2025. Ils se rendent compte que non, on n'y arrivera pas parce que les machines sont pas si intelligentes que ça et qu'on a des problèmes sécuritaires. Mais évidemment que dans tous les métiers, métros sans conducteur.
sûr. Non, mais c'est quelque chose. On a des véhicules autonomes. C'est quelque chose qui est en train de monter. C'est la révolution technologique qui fait qu'on va effectivement avoir une autre mobilité qui va se mettre en place. Mais on ne peut pas faire sans l'humain. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura des moyens d'épauler les conducteurs seuls, effectivement, pour qu'ils puissent faire ce travail de manière efficace. Mais au final, si on veut la sécurité, aujourd'hui, mais quelle sécurité on parle ? Il y a plusieurs sortes de sécurité à avoir. Mais, regardez, aujourd'hui, les avions, c'est quasiment automatique. Mais vous avez quand même un pilote, un copilote, un commandant de bord, etc. Est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion sans pilote aujourd'hui ? Ah, moi jamais. Mais non, mais moi je suis probablement totalement réac. Voilà. Non, mais c'est au-delà d'être réac. On a un besoin de confiance dans l'humain. Absolument. Et on ne peut pas faire sans. Et effectivement, que tous ces emplois-là qu'on veut automatiser, caissière, conducteur, etc., on va se retrouver avec, c'est ce qu'on appelle la courbe schumpeterienne, la destruction d'emplois qui est énorme par rapport à la création d'emplois qui va venir après. Absolument. Mais là, aujourd'hui, on est face à un vrai problème, c'est cette transition-là. Et si on ne met pas l'humain au centre de cette transition, je suis tout à fait d'accord. Et qu'on met le profit, alors là, on va au devant de graves catastrophes. Vous avez raison, c'est vrai, c'est pas juste si vous avez entendu le débat précédent entre 10h30 et 11h sur le fisc, avec cet agent du fisc qui racontait qu'il y avait 4500 emplois qui vont être supprimés et qu'on va mettre en place un algorithme qui va permettre de détecter les choses. Parlons des fichiers, parlons de la sécurité du territoire. Non. Encore une fois, on a enlevé des agents sur le terrain parce qu'on fait exactement les agents sur le terrain qu'on a enlevés parce qu'on a fait confiance aux algorithmes et on se retrouve avec un Michael Harpon à la préfecture de police. C'est partout, c'est-à-dire que on doit mettre l'humain au cœur de tous les processus, surtout quand on traite de l'humain. On peut pas faire confiance aux machines aujourd'hui. Je sais, mais ce n'est pas du tout la même problématique partout. Il y a des problématiques très différentes. C'est vrai, on peut pas tout comparer. Et donc l'humain, il est vrai qu'il faut le laisser, mais il est vrai qu'il y a d'autres moyens. Et puis, j'insiste beaucoup sur la responsabilité individuelle. Elle est complètement opaque. Personne ne pense, pourtant, dans un train, est-ce qu'il y a un médecin à bord ? Oui, mais vous n'êtes pas au courant. S'il y a une panne ou un truc, normalement, le contrôleur, il est là pour vous dire, il y a ça, il faut évacuer par là. Oui, c'est pas aux usagers de le faire. C'est pas aux usagers, mais il y a quand même énormément de moyens. Il y a des plateformes. Quand il y a un problème, il peut appeler immédiatement une plateforme. On peut s'arrêter. Enfin, il y a selon les circonstances, on peut remplacer l'humain par des moyens. C'est pas que ça. C'est pas que ça, mais une seule personne dans un train pour aider, ça sert pas à grand chose. Oui, et puis on parle de combien d'incidents, parce que là, il y a un incident. Alors c'est vrai que les passagers de niveau, ça fait longtemps qu'on en parle, ça devrait être réglé, mais on parle de combien d'incidents par an ? Exactement. Mais on parle d'incidents comme celui-là, mais vous prenez une ligne que je connais bien, qui est Clermont-Ferrand-Paris, qui est un véritable cauchemar. C'est-à-dire que ces trains ne roulent pas, sont arrêtés pour des problèmes de caténaire. Il y a quand même des gros. Ça, c'est lié à l'investissement. Oui, mais il y a un problème de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est différent. Investissement, sécurité. Oui, mais investissement, sécurité, ça veut bien dire quelque chose aussi. Si vous n'investissez pas, ça veut dire que vos lignes sont moins sûres. Trop dépensé pour le TGV, c'est pas une question d'humain, c'est une question de mauvaise gestion de la répartition des fonds à la SNCF. Allez, on se retrouve dans un instant. On va changer de sujet. On va parler de ces listes communautaires au municipal. Est-ce la priorité pour lutter contre la poussée du fondamentalisme islamiste ? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment. Débat. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Ce week-end, Bruno Retailleau, dans la colonne du journal du dimanche, appelle à interdire les candidatures pour les listes communautaires pour les prochaines municipales. Il a annoncé déposer prochainement une proposition de loi au Sénat pour lutter contre ce qui est une forme de sécession. Donc, il voudrait interdire ces listes dites communautaristes qui ne respectent pas la laïcité. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. On a Martial déjà en ligne avec nous qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Martial. Bonjour. Qu'en pensez-vous ? Mais écoutez, déjà en préambule, je dirais que forcément, je suis très inquiet du développement du communautarisme en France. Néanmoins, j'ai deux interrogations qui me viennent à l'esprit. La première, interdire les listes communautaires. D'abord, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'une liste communautaire, parce que si on est sur quels critères ? Sur quels critères ? Parce que ou alors il faut compléter les listes communautaires musulmanes. Parce que les listes communautaristes, par exemple, le PCD de Jean-Frédéric Poisson, est-ce qu'il serait concerné par cette mesure ou pas ? Voilà, là ça me semble très, très vague. Et ensuite, la deuxième crainte que j'ai,
c'est effectivement, si ces listes-là sont interdites, quelque part, c'est les légitimer, ça veut dire qu'on aurait peur qu'elles puissent gagner. Alors je pense que les réponses doivent être énergiques, arrêter un discours un peu lâche et hypocrite, d'être toujours dans l'interdiction, mais plutôt dans un vrai combat au quotidien pour que la République reprenne ses droits. Parce qu'au-delà de la laïcité, pour moi, c'est la République qui est en danger. Et pire que tout, je crains pratiquement une guerre civile. Sur une jambe de bois de faire ça. Alors attendez, je voulais voir Geoffroy Boulard sur le sujet. Oui, mais écoutez, les listes communautaires... Vous êtes maire du 17e arrondissement. Vous en avez dans votre arrondissement ? Il y en a eu ? A priori, non. Enfin, j'en ai pas connaissance à ce stade. Mais d'abord, les listes communautaires, elles peuvent être interdites si elles sont dans leur programme. Elles expriment des idées, des propositions contraires aux valeurs de la République. La laïcité, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi d'autres valeurs. Et là, on doit les interdire si ce qu'elles disent et si ce qu'elles veulent promouvoir sont contraire aux valeurs de la République. Oui. Ça doit être interdit. Ça, pour moi, c'est non négociable. Après, on a toujours eu un parti chrétien-démocrate dans la démocratie française, qui a toujours existé. Est-ce que les valeurs et les projets et les idées de ce parti étaient contraires à la République ? En l'occurrence, non. Donc, moi, je ne faut pas faire non plus de procès d'intention. Mais il faut quand même être très vigilant. Et puis, il faut le combattre sur un plan politique, le communautarisme. Et tous les communautarismes, il faut le combattre sur le plan politique. Ouais. C'est la meilleure réponse à apporter à ceux qui tentent de déstabiliser nos démocraties et notre pacte républicain. Et puis surtout, il y a aussi des listes communautaristes sur des listes classiques, c'est-à-dire avec des gens qui infiltrent ces listes. Bien sûr, avec des stratégies d'entrisme sur certaines listes pour propager leurs idées. Oui, il y a l'Union des démocrates musulmans, l'UDMF, qui est un parti qualifié clairement de communautariste et qui présente des listes dans une 50aine de villes aux élections municipales. Alors, c'est Clichy, Lyon, Amiens, Marseille, Vaux-en-Velin. C'est une formation politique qui a été créée en 2012, qui a eu des scores importants. C'est quand même embêtant. Oui, mais alors quel argument face aux démocrates chrétiens ? Vous savez, c'est ce que disait notre auditeur. Moi, je suis désolée parce que je peux pas répondre à partir du moment où tout est équivalent. Non, tout n'est pas équivalent. Les démocrates chrétiens, excusez-moi, on est un pays avec une culture, ils n'ont jamais fait de mal à personne. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on a des démocrates chrétiens. Dont François de Menton d'ailleurs, dans la famille, qui a été un des fondateurs à la Libération. Donc c'est vraiment, Enfin voilà, c'est pas les mêmes valeurs, c'est le respect de la République, je veux dire, ça suffit aussi l'équivalence en tout. Bon, je sais pas, Alexandre. Non, mais malheureusement, tout ça est révélateur d'un mal très profond qui s'est progressivement installé dans notre pays et qui est le signe de divergences républicaines qui se concrétisent de multiples façons. Alors, dans le cas de la religion musulmane, on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans, des signes visibles extérieurs de religion qui ne sont pas apportés simplement pour être en religion et en accord avec sa religion, mais aussi pour manifester quelque chose qui peut être le signe ou d'une soumission ou d'une revendication particulière, voire d'une radicalisation. Tout ça est le signe de repli, voilà, de regroupement, parce qu'on n'est plus d'accord, parce qu'on veut faire autrement et qu'on porte un projet alternatif, en l'occurrence avec des valeurs qui sont assez éloigné de ce qu'on veut faire ensemble aujourd'hui en principe dans le cadre d'un esprit républicain, et puis qui pose la question des arrière-pensées. Parce que d'un point de vue légal, comment vous argumentez ? Du point de vue légal, c'est évidemment très très compliqué parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors il y a peut-être à la marge des moyens d'agir. Alors pour revenir à la proposition de Bruno Retailleau, je pense qu'elle ne passera pas. En revanche, peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin dans le cadre de la loi sur l'espace public. On a décidé qu'aujourd'hui, dans le cadre de la fonction publique, on ne pouvait pas porter de signes extérieurs de religion. Eh bien, peut-être que demain, dans l'espace politique, il faudra aussi aller vers une mesure telle que celle-là pour dire, voilà, tant qu'on est dans l'espace politique, eh bien, à un moment donné, il faut aller au bout de la démarche. Eh bien, à ce moment-là, les signes extérieurs ne peuvent pas être affichés parce que c'est de l'ordre du culturel et du religieux, et que derrière certaines religions, oui, il y a une arrière-pensée politique, il faut le dire clairement. C'est peut-être pas le fait majoritaire, mais c'est le fait d'une tendance qui n'est malheureusement pas marginale. Mais est-ce qu'encore une fois, on n'est pas en surface c'est une sorte de leurre que de dire on va interdire ces listes, alors que finalement, si elles veulent arriver... C'est le prosélytisme. Oui, mais elles y arriveront d'une autre manière. Ces gens mal intentionnés qui ont un projet politique. C'est un problème
de respect de la laïcité et de souveraineté. Et c'est le dernier petit bout en fait d'une chaîne. Pendant des années, on a accepté sans regarder les pétrodollars des monarchies du Golfe qui avaient un agenda politique et qui ont ouvert des écoles confessionnelles, qui ont formé des imams, qui ont réussi comme ça à former des esprits sur, eh bien après tout, la République peut-être ne vous traite pas correctement. Et ça, on n'a jamais eu aucun débat sur ça. C'était normal. Et vous n'avez pas d'ailleurs que les monarchies du Golfe. Les États-Unis ont investi massivement dans les banlieues françaises, notamment pour l'entrepreneuriat. Ça devrait parler à Sophie. Mais là, on a laissé faire. Et on se réveille un peu tard en disant, finalement, cet argent-là a permis l'émergence d'une scène communautariste. Eh ben oui. Mais je trouve ça très hypocrite d'attaquer le problème par ce bout-là, celui des listes politiques, qui est finalement la fin d'un processus qui remonte à bien longtemps. Ça, c'est les digues qui tombent quand même. Si non, on laisse c'est d'où vient l'argent, simplement. D'où vient l'argent. Ces listes, alors d'abord, il faudrait qu'il y ait une égalité homme-femme, et s'il y a des femmes non voilées, etc., ça me rassurerait déjà beaucoup. C'est la loi, Sophie, donc c'est la loi, donc de toute façon, c'est la loi. Non, mais le problème, c'est que le parti en question, par exemple, fait vraiment le procès de notre histoire de France. Oui, très clairement. Remet en cause nos alliances stratégiques en disant, voilà, vous êtes amis avec les Israéliens, il faut qu'on... Voilà. Oui, donc vous avez des partis qui véhiculent une idéologie quand même et des idées qui sont extrêmement compliquées pour nous à gérer. Le problème, c'est qu'on est dans l'état de droit, donc globalement, il faut être tolérant avec tout le monde, sauf que la tolérance, à un moment donné, elle montre ses limites. Mais l'autorité républicaine, on voit bien, elle se délite sur beaucoup de sujets, et sur celui-là aussi. Et donc, il faut, à un moment donné, on ne peut pas laisser dans le débat public aussi s'installer des thèses complotistes, des thèses anti-françaises. Moi, je le dis très clairement, à un moment donné, on doit sanctionner. On ne peut pas laisser, c'est comme on peut pas laisser souiller les piliers de l'Arc de Triomphe. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on doit réparer. Moi, je l'avais demandé, par exemple, c'est des symboles forts. Ceux qui ont souillé, par exemple, le pilier de l'Arc de Triomphe, on aurait dû envoyer tous les médias filmer les personnes en train de réparer, parce que l'autorité républicaine, ça a été montré. Concret. Ça a été montré. Mais on pouvait le faire d'ailleurs sans mettre, tout en les laissant anonymes. Hein. On pouvait le faire, et je crois que c'est un symbole, c'est un exemple. Mais sur les listes communautaires, on ne doit pas laisser dans le débat public. On doit être extrêmement ferme. On n'est plus, et là, on est dans le judiciaire. Et là, on est dans le judiciaire. Donc quand vous dites, oui, on est une société tolérante, mais il y a une limite. Et il y a une limite. Et la limite, parfois, on est plus capable de la rappeler. La tolérance va là, à certains moments, à l'encontre du courage, à l'encontre de l'expression de nos valeurs. On est tolérant, donc on n'ose plus exprimer ce qu'on est. Je pense fondamental de faire réparer. Je crois beaucoup à la réparation, y compris des jeunes qu'on envoie réparer ce qu'ils ont fait, que ce soit d'État, que ce soit n'importe quoi. Il y a besoin d'un retour à ça. Et sous prétexte de bienveillance, qui est un mot que je ne peux plus supporter, parce qu'il est... mais je ne peux plus supporter la bienveillance, moi. C'est vidé de son sens. C'est-à-dire que c'est équivalent pour moi de la lâcheté. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff, et on se retrouve demain. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, débat.